Chapitre 1er de la deuxième partie. La doctrine des 4 âges. Alors que l'homme moderne, jusqu'à une époque toute récente, a conçu le sens de l'histoire comme une évolution et l'a exalté comme telle, l'homme de la tradition eut conscience d'une vérité diamétralement opposée à cette conception. Dans tous les anciens témoignages de l'humanité traditionnelle, on retrouve toujours, sous une forme ou sous une autre, l'idée d'une régression, d'une chute. D'état originel supérieur, les êtres seraient descendus dans des états toujours plus conditionnés par l'élément humain, mortel et contingent. Ce processus involutif aurait pris naissance à une époque très lointaine. Le mot édique Rania Rokr, obscurcissement des dieux, est celui qui le caractérise le mieux. Et il s'agit d'un enseignement qui ne s'est pas exprimé dans le monde traditionnel d'une façon vague et générale, mais s'est défini au contraire en une doctrine organique dont les diverses expressions présentent, dans une large mesure, un caractère d'uniformité. La doctrine des 4 âges. Un processus de décadence progressive au long des 4 cycles ou générations, tel est traditionnellement le sens effectif de l'histoire et par conséquent le sens de la Genèse de ce que nous avons appelé dans un sens universel le monde moderne. Cette doctrine peut donc servir de base aux développements qui vont suivre. La forme la plus connue de la doctrine des 4 âges est celle qu'elle revêt dans la tradition gréco-romaine. Hésiode parle de 4 âges portant successivement la marque de l'or, de l'argent, du bronze et du fer. Il insère ensuite entre les deux dernières un 5e âge, l'âge des héros, qui, ainsi que nous le verrons, n'a cependant pas d'autre signification que celle d'une restauration partielle et spéciale de l'état primordial. La même doctrine s'exprime dans la tradition hindoue sous la forme de 4 cycles appelés respectivement Satya Yuga ou Korta Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga et Kali Yuga, c'est-à-dire âge sombre, en même temps que par l'image de la disparition progressive au cours de ces cycles des 4 pieds au soutien du taureau symbolisant le dharma, la loi traditionnelle. L'enseignement iranien est proche de l'hellénique. 4 âges marqués par l'or, l'argent, l'acier et un mélange de fer. La même conception présentée dans des termes pratiquement identiques se retrouve dans l'enseignement chaldéen. À une époque plus récente, apparaît l'image du char de l'univers, quadrige conduit par le Dieu suprême et entraîné dans une course circulaire par 4 chevaux représentant les éléments. Chaque âge est marqué par la supériorité de l'un de ces chevaux qui entraîne alors les autres avec lui, selon la nature symbolique plus ou moins lumineuse et rapide de l'élément qu'il représente. La même conception réapparaît, bien que transposée dans la tradition hébraïque. Il est question, dans les prophètes, d'une statue splendide dont la tête est d'or, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses de cuivre, les jambes et les pieds de fer et d'argile. Statue dont les différentes parties ainsi divisées représentent 4 règnes se succédant à partir du règne d'or, du roi des rois, qui a reçu du Dieu du ciel puissance, force et gloire. En Égypte, il est possible que la tradition rapportée par Eusèbe concernant 3 dynasties distinctes, constituées respectivement par les dieux, les demi-dieux et les mânes, correspondent aux 3 premiers âges, ceux de l'or, de l'argent et du bronze. On peut considérer comme une variante du même enseignement les anciennes traditions aztèques relatives aux 5 soleils ou cycles solaires, dont les 4 premiers correspondent aux éléments et où l'on voit figurer, comme dans les traditions euro-asiatiques, les catastrophes du feu et de l'eau, déluge, et ces luttes contre les géants qui caractérisent, comme nous le verrons, le cycle des héros, ajouté par Hésiode aux 4 autres. Sous des formes différentes et d'une façon plus ou moins fragmentaire, le souvenir de cette tradition se retrouve également chez d'autres peuples. Quelques considérations générales ne seront pas inutiles avant d'aborder l'examen du sens particulier de chaque période. La conception traditionnelle contraste en effet de la façon la plus nette avec les vues modernes relatives à la préhistoire et au monde des origines.
Soutenir, comme on doit traditionnellement le faire, qu'ait existé à l'origine non l'homme animalesque des cavernes, mais un plus-qu'homme, soutenir qu'ait existé dès la plus haute préhistoire non seulement une civilisation mais aussi une ère des dieux, c'est pour beaucoup de gens qui d'une façon ou d'une autre croient à la bonne nouvelle du darwinisme tomber dans la pure mythologie. Cette mythologie toutefois ce n'est pas nous qui l'inventons aujourd'hui. Il faudrait donc expliquer son existence, expliquer pourquoi dans les témoignages les plus reculés des mythes et les écrits de l'Antiquité, on ne trouve rien qui vienne confirmer l'évolutionnisme. Pourquoi l'on y trouve au contraire l'idée constante d'un passé meilleur, plus lumineux et supra-humain, voire divin. Il faudrait expliquer pourquoi on a si peu parlé des origines animales, pourquoi il a été uniformément question au contraire d'une parenté originelle entre les hommes et les dieux et pourquoi a persisté le souvenir d'un état primordial d'immortalité lié à l'idée que la loi de la mort est intervenue à un moment déterminé et, à vrai dire, comme un fait contre nature ou un anathème. Selon deux témoignages caractéristiques, la chute a été provoquée par le mélange de la race divine avec la race humaine au sens strict, conçue comme une race inférieure, certains textes allant jusqu'à comparer la faute à la sodomie, à l'union charnelle avec les animaux. Il y a d'abord le mythe des Ben Elohim, ou fils des dieux, qui s'unirent aux filles des hommes, de sorte que finalement toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Il y a d'autre part le mythe platonicien des Atlantes, conçu pareillement comme des descendants et des disciples des dieux qui, par l'union répétée avec les humains, perdent leur élément divin et finissent par laisser prédominer en eux la nature humaine sensible. À propos d'époques plus récentes, la tradition, dans ces mythes, se réfère fréquemment à des races civilisatrices et à des luttes entre des races divines et des races animalesques, cyclopéennes aussi ou démoniques. Ce sont les As, A-S-E-S, en lutte contre les éléments tarvézènes. Ce sont les Olympiens et les héros, en lutte contre les géants et les monstres de la nuit, de la terre ou de l'eau. Ce sont les Devas ariens dressés contre les Asuras, ennemis des héros divins. Ce sont les Incas, les dominateurs qui imposent leurs lois solaires aux aborigènes de la mer-terre. Ce sont les Tuatha de Danann qui, selon l'histoire légendaire de l'Irlande, s'affirmèrent contre les races monstrueuses des Fomors. Et l'on pourrait citer beaucoup d'autres exemples. On peut donc dire que l'enseignement traditionnel garde bien le souvenir, en tant que substratum antérieur aux civilisations créées par les races supérieures, de souches qui purent correspondre au type animalesque et inférieur de l'évolutionnisme. Mais l'erreur caractéristique de celui-ci est de considérer ces souches animalesques comme absolument originelles, alors qu'elles ne le sont que d'une manière relative, et de concevoir comme formes évoluées des formes de croisement présupposant l'apparition d'autres races supérieures biologiquement et en tant que civilisation originaires d'autres régions et qui, soit en raison de leur ancienneté comme c'est le cas pour les races hyperboréennes atlantiques, soit pour des motifs géophysiques, ne laissèrent que des traces difficiles à retrouver lorsqu'on ne s'appuie que sur les témoignages archéologiques et paléontologiques, les seuls qui soient accessibles à la recherche profane. Il est très significatif, d'autre part, que les populations où prédomine encore ce que l'on présume être l'état originel, primitif et barbare de l'humanité, ne confirment guère l'hypothèse évolutionniste. Il s'agit de souches qui, au lieu d'évoluer, tendent à s'éteindre, ce qui prouve qu'elles sont précisément des résidus dégénérescents de cycles dont les possibilités vitales étaient épuisées, ou bien des éléments hétérogènes de souches demeurées en arrière du courant central de l'humanité. Cela est déjà vrai pour l'homme du Néandertal, que son extrême brutalité morphologique semble apparentée à l'homme singe et qui a disparu mystérieusement à une certaine époque. Les races qui sont apparues après lui, l'homme d'Aurignac et surtout l'homme de Cro-Magnon, dont le type est à ce point supérieur qu'on peut déjà y reconnaître la souche de beaucoup de races humaines actuelles, ne peuvent être considérées comme une forme évolutive de l'homme de Néandertal. Il en est de même pour la race de Grimaldi, également éteinte,
Et il en est de même pour beaucoup de peuples sauvages encore vivants. Ils n'évoluent pas, ils s'éteignent. Lorsqu'ils se civilisent, il ne s'agit pas d'une évolution, mais presque toujours d'une brusque mutation qui frappe leurs possibilités vitales. En réalité, la possibilité d'évoluer ou de déchoir ne peut dépasser certaines limites. Certaines espèces gardent leurs caractéristiques même dans des conditions relativement différentes de celles qui leur sont naturelles. En pareil cas, d'autres, au contraire, s'éteignent, ou bien il se produit des mélanges avec d'autres éléments qui n'impliquent au fond ni assimilation ni véritable évolution, mais entraînent plutôt quelque chose de comparable au processus envisagé par les lois de Mendel sur l'hérédité. L'élément primitif, disparu en tant qu'unité autonome, se maintient en tant qu'hérédité latente séparée, capable de se reproduire sporadiquement, mais toujours avec un caractère d'hétérogénéité par rapport au type supérieur. Les évolutionnistes croient s'en tenir positivement aux faits. Ils ne se doutent pas que les faits en eux-mêmes sont muets et que les mêmes faits, différemment interprétés, témoignent en faveur des thèses les plus diverses. Ainsi, quelqu'un a pu démontrer qu'en dernière analyse, toutes les données considérées comme des preuves de la théorie de l'évolution pourraient venir également à l'appui de la thèse contraire, thèse qui, à plus d'un égard, correspond à l'enseignement traditionnel, à savoir que non seulement l'homme est loin d'être un produit d'évolution des espèces animales, mais que beaucoup d'espèces animales doivent être considérées comme des branches latérales dans lesquelles a avorté une impulsion primordiale qui ne s'est manifestée d'une façon directe et adéquate que dans les races humaines supérieures. D'anciens mythes parlent de races divines en lutte contre des entités monstrueuses ou des démons animalesques avant que n'apparaisse la race des mortels, c'est-à-dire l'humanité dans sa forme la plus récente. Ces mythes pourraient se rapporter entre autres à la lutte du principe humain primordial contre les potentialités animales qu'il portait en lui, et qui se trouvèrent pour ainsi dire séparées et laissées en arrière sous forme de race animale. Les prétendus ancêtres de l'homme, tels que l'anthropoïde et l'homme glaciaire, représenteraient les premiers vaincus dans la lutte en question, des éléments mélangés avec certaines potentialités animales ou emportés par celles-ci. Si dans le totémisme, qui se rapporte à des sociétés inférieures, la notion de l'ancêtre collectif et mythique du clan se confond souvent avec celle du démon d'une espèce animale donnée, il faut y voir précisément le souvenir d'une période de mélange de ce genre. Sans vouloir aborder les problèmes dans une certaine mesure transcendant de l'anthropogenèse, qui ne rentre pas dans le cadre de cet ouvrage, nous ferons observer qu'une interprétation possible de l'absence de fossiles humains et de l'exclusive présence de fossiles animaux dans la plus haute préhistoire serait que l'homme primordial, s'il est toutefois permis d'appeler ainsi un type très différent de l'humanité historique, est entré le dernier dans ce processus de matérialisation qui, après l'avoir déjà donné aux animaux, a donné à ses premières branches déjà dégénérescentes, déviées, mélangées avec l'animalité, un organisme susceptible de se conserver sous la forme de fossiles. C'est à cette circonstance qu'il convient de rattacher le souvenir, gardé dans certaines traditions, d'une race primordiale aux os faibles, ou mous. Par exemple, Litze, en parlant de la région hyperboréenne, où prit naissance, comme nous le verrons, le cycle actuel, indique que ses habitants, assimilés aux hommes transcendants, ont les os faibles. À une époque moins lointaine, le fait que les races supérieures venues du Nord ne pratiquaient pas l'inhumation, mais l'incinération des cadavres, est un autre facteur à considérer dans le problème que pose l'absence d'ossements. Mais dira-t-on de cette fabuleuse humanité, il n'existe pas davantage de traces d'un autre genre. Or, outre qu'il y a de l'ingénuité à penser que des êtres supérieurs n'ont pu exister sans laisser de traces telles que des ruines, des instruments de travail, des armes, etc., il convient de remarquer qu'il subsiste des restes d'œuvres cyclopéennes, ne dénotant pas toujours, il est vrai, une haute civilisation, mais remontant à des époques assez lointaines. Les cercles de Stonehenge, les énormes pierres posées en équilibre miraculeux, la cyclopéenne Pedra Canzada au Pérou, les colosses de Tiwanaku, etc. Et qui laissent les archéologues perplexes au sujet des moyens employés, ne serait-ce que pour rassembler et transporter des matériaux nécessaires.
En remontant plus loin dans le temps, on a tendance à oublier ce que d'autre part on admet ou du moins qu'on n'exclut pas, à savoir la disparition d'anciennes terres et la formation de terres nouvelles. On doit se demander d'autre part s'il est inconcevable qu'une race en rapport spirituel direct avec des forces cosmiques, comme la tradition l'admet pour les origines, ait pu exister avant qu'on ne se fût mis à travailler des morceaux de matière, de pierre ou de métal, comme s'y trouvent réduits ceux qui ne disposent plus d'aucun autre moyen pour agir sur les choses et les êtres. Que l'homme des cavernes relève du domaine de la fantaisie, déjà paraît certain. On commence à soupçonner que les cavernes préhistoriques, dont beaucoup révèlent une orientation sacrée, n'étaient pas pour l'homme primitif des habitations de bêtes, mais au contraire, les lieux d'un culte demeurés sous cette forme même à des époques indubitablement civilisées. Par exemple, le culte gréco-minoïque des cavernes, les cérémonies et les retraites initiatiques sur l'Ida, et qu'il est naturel de ne trouver que là, en raison de la protection naturelle du lieu, des traces que le temps, les hommes et les éléments ne pouvaient laisser ailleurs, arriver pareillement jusqu'à nous. D'une façon générale, la tradition a enseigné, et c'est là une de ses idées fondamentales, que l'état de connaissance et de civilisation fut l'état naturel, sinon de l'homme en général, du moins de certaines élites des origines, que le savoir ne fut pas davantage construit et acquis, que la véritable souveraineté ne tira pas son origine du bas. Joseph de Maistre, après avoir montré que ce qu'un Rousseau et ses pareils avaient présumé être l'état de nature, en se référant aux sauvages, n'est que le dernier degré d'abrutissement de quelques souches dispersées ou victimes des conséquences de certaines dégradations ou prévarications qui en altèrent la substance la plus profonde. Il dit très justement « Nous sommes aveuglés sur la nature et la marche de la science par un sophisme grossier qui a fasciné tous les yeux. C'est de juger du temps où les hommes voyaient les effets dans les causes, par celui où ils s'élèvent péniblement des effets aux causes, où ils ne s'occupent même que des effets, où ils disent qu'il est inutile de s'occuper des causes, où ils ne savent pas même ce que c'est une cause. » Au début, non seulement les hommes ont commencé par la science, mais par une science différente de la nôtre et supérieure à la nôtre, parce qu'elle commençait plus haut, ce qui la rendait même très dangereuse. Et ceci explique pourquoi la science, dans son principe, fut toujours mystérieuse et renfermée dans les temples, où elle s'éteignit enfin lorsque cette flamme ne pouvait plus servir qu'à brûler. Et c'est alors que, peu à peu, à titre de succédanée, commença à se former l'autre science, la science purement humaine et physique, dont les modernes sont si fiers et avec laquelle ils ont cru pouvoir mesurer tout ce qui, à leurs yeux, est civilisation, alors que cette science ne représente qu'une vaine tentative de se dégager, grâce à des succédanés, d'un état non naturel et nullement originel de dégradation dont on n'a même plus conscience. Il faut admettre toutefois que des indications de ce genre ne peuvent être que d'un faible secours pour celui qui n'est pas disposé à changer sa mentalité. Chaque époque a son mythe, qui reflète un état collectif déterminé. Le fait qu'à la conception aristocratique d'une origine d'en haut, d'un passé de lumière et d'esprit se soit substituée de nos jours l'idée démocratique de l'évolutionnisme, qui fait dériver le supérieur de l'inférieur, l'homme de l'animal, la civilisation de la barbarie, correspond moins au résultat objectif d'une recherche scientifique consciente et libre qu'à une des nombreuses influences que, par des voies souterraines, l'avènement dans le monde moderne des couches inférieures de l'homme sans tradition a exercé sur le plan intellectuel, historique et biologique. Ainsi, il ne faut pas s'illusionner. Certaines superstitions positives, entre guillemets, trouveront toujours le moyen de se créer des alibis pour se défendre. Ce ne sont pas tant de nouveaux faits qui pourront amener à reconnaître des horizons différents qu'une nouvelle attitude devant ces faits. Et toute tentative de valoriser sur le plan scientifique ce que nous entendons exposer surtout du point de vue dogmatique traditionnel ne pourra réussir qu'auprès de ceux qui sont déjà préparés spirituellement à accueillir des connaissances de ce genre.